Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis professeur Karim Sabri, votre professeur de comptabilité nationale. C'est un cours de S5, parcours économie gestion, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Ainsba. Alors, par rapport à ce cours, Inch'Allah, on aura l'occasion de voir la comptabilité nationale. Comme son nom l'indique, c'est la comptabilité de la nation. Bien entendu, il y a plusieurs catégories de comptabilité, hein. La comptabilité privée, c'est la comptabilité générale, comptabilité analytique, prévisionnelle, etc. Tout ça, c'est dans une mouvance microéconomique. C'est-à-dire, on va viser une entreprise et on va essayer de diagnostiquer sa situation comptable. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, Inch'Allah, il s'agit de la comptabilité de la nation, donc c'est plus dans une mouvance macroéconomique. Il s'agit de la comptabilité de tout un pays, hein, comment il va présenter, bien sûr, ses comptes, comment l'économie se présente, etc. C'est un ensemble d'outils qui présentent, si vous voulez, la situation économique, mais plus comptable d'un pays donné. Voilà. Pour ce faire, Inch'Allah, nous aurons affaire à plusieurs composantes, bien entendu, mais avant toute chose, je vais vous laisser mon adresse email, donc sabrikarimprof@gmail.com. En cas de problème, en cas de souci, en cas de questionnement, vous pouvez m'écrire toutes vos questions sur mon adresse email et je peux vous répondre, bien entendu, avec un grand plaisir. Alors, le sommaire du cours, il y aura une petite introduction dans laquelle, en premier temps, nous allons définir la comptabilité nationale. Nous allons voir un bref historique de la comptabilité nationale à travers, bien sûr, quelques précurseurs, hein, la naissance de la comptabilité nationale et finalement sa normalisation pour qu'elle soit un outil appliqué à l'international. Toujours dans l'introduction, il y aura le champ de la comptabilité nationale, c'est-à-dire ce que le comptable national va prendre en considération et qui va bien sûr mettre comme outil d'analyse de la comptabilité d'un pays donné, ou au contraire, tout ce qui doit être exclu par rapport à la comptabilité nationale. Pour ce faire, nous allons voir les richesses créées par l'homme, de quelles richesses s'agit-il, quelles sont les richesses qui sont concernées par la comptabilité nationale ou pas. Deuxièmement, aux yeux du comptable national, quelles sont les activités productives. Troisièmement, c'est quoi la production tout simplement selon le comptable national. Quatrièmement, la référence au marché. Est-ce que, bien sûr, tout ce qui se vend sur le marché est pris en considération par la comptabilité nationale ou pas. La référence au travail. Quel travail s'agit-il? Quel est le travail qui doit être considéré comme créateur de richesse réelle et donc pris en considération par le comptable national? Et finalement, par rapport à ce champ, nous allons voir les ressources naturelles. Alors, quelles ressources naturelles doivent être prises en considération par le comptable national? Bien, nous allons clôturer par un petit aperçu sur l'évolution de la comptabilité nationale marocaine, cette première partie introductive. Il y aura un chapitre premier sur les opérations des agents économiques. Donc, pour ce faire, nous allons définir les grandes catégories d'agents économiques selon la comptabilité nationale, les différentes catégories d'opérations de ces agents, bien entendu, la représentation de ces flux économiques entre les différents agents économiques. Donc, on va parler du circuit économique. Et finalement, nous allons voir l'interprétation de l'équilibre comptable, qui est le ressource, bien sûr, l'équilibre entre les ressources et les emplois, de l'équilibre macroéconomique, qui est l'équilibre entre l'offre et la demande dans un marché. Dans un chapitre 2, nous allons voir le circuit économique, mais cette fois-ci lié à la comptabilité nationale. Nous allons voir en premier temps un circuit simplifié, un circuit qui est composé uniquement d'entreprises et de ménages, et nous allons voir dans ces conditions-là comment l'équilibre macroéconomique se réalise, ainsi que l'équilibre comptable. Deuxièmement, nous allons développer ce circuit-là en introduisant les administrations publiques, les sociétés financières, et nous cherchons les conditions. Quelles conditions? Bien sûr, les conditions pour parler d'un équilibre macroéconomique entre l'offre et la demande, aussi l'équilibre comptable entre les ressources et les emplois.
Troisième chapitre, ça va, bien section, ça va concerner l'équilibre du circuit économique, mais cette fois-ci par rapport à une économie ouverte ou fermée. Donc, bien entendu, quand on parle d'une économie fermée, c'est une économie qui n'entretient pas de relation avec le reste du monde, mais nous allons à la fin introduire le reste du monde, c'est-à-dire tous les agents qui sont à l'extérieur du Maroc, par exemple, et qui entretiennent des relations économiques avec les agents qui sont sur le territoire marocain, pour parler, bien entendu, d'un circuit ouvert. Et nous allons voir dans quelles conditions nous pouvons parler d'équilibre. Nous allons clôturer ce chapitre par l'utilité de la comptabilité nationale. Bien entendu, ça va être lié au circuit économique et à l'équilibre macroéconomique, et les opérations et leur enregistrement d'une façon générale, d'une façon macroéconomique. Un chapitre 3 est intitulé « Structure du système marocain de la comptabilité nationale ». Dans ce chapitre, nous allons essayer de plus en plus de se focaliser sur la comptabilité nationale du Maroc. Dans les deux premiers chapitres, ça va être des généralités, comptabilité nationale dans le monde, mais à partir du chapitre 3, ça va être le Maroc. Nous allons plus viser la comptabilité marocaine. Alors, nous allons distinguer c'est quoi une branche, c'est quoi un secteur, selon le comptable national marocain, quelles sont les opérations, bien sûr, qui sont énumérées par le comptable national marocain, quels sont les comptes des secteurs institutionnels, leur présentation, leur interprétation, leur articulation. Nous allons aussi présenter quelques outils de la comptabilité nationale marocaine, tels que le TES, le tableau des entrées et des sorties, le TOF, le tableau des opérations financières, et le TEE, le tableau d'économie d'ensemble. Le quatrième chapitre, ça va parler de quelques comptes consolidés, de quelques agrégats et de quelques ratios de la comptabilité nationale. Voilà. Donc, par rapport au chapitre 5, parfois on n'a pas le temps de l'aborder. Je l'avais déjà intégré ici dans le chapitre 3, le TES, le TOF et le TEE. Donc, vous verrez que chapitre 5, ça va être les tableaux synthétiques de la comptabilité nationale que j'essaie de voir et les appliquer par rapport au Maroc au chapitre 3. Donc, voilà, pour éviter que cette partie très importante du cours ne soit pas délaissée. Donc, je l'intègre dans la partie et dans le chapitre numéro 3, comptabilité nationale marocaine. Donc, les tableaux de synthèse de la comptabilité nationale, c'est le TES, comme je l'avais déjà mentionné. C'est un tableau des inputs et des outputs. Nous verrons tout ça au moment opportun. Le tableau des opérations financières, bien entendu, et le TEE. Voilà. Ala barakatillah. Donc, jusqu'à maintenant, c'était le menu du jour, bien le menu de toute cette formation, bien entendu. Donc, l'intérêt, avant de commencer l'introduction, quel est l'intérêt de ce cours? Pourquoi on est mené à suivre ce cours-là? Qu'est-ce qui va motiver les étudiants à suivre ce cours? Pourquoi un cours de comptabilité nationale? Alors, tout simplement, vous savez, chaque pays, dans le cadre et dans l'ère de la mondialisation, il essaie de se, on va dire, combattre avec les moyens du bord. Il essaie bien sûr de s'imposer au niveau sphère internationale, au niveau compétitivité. Alors, pour pouvoir s'imposer, il faut déjà mieux se connaître. Chaque pays doit connaître bien sa situation économique, sa situation comptable, pour pouvoir bien diagnostiquer sa situation, et c'est ainsi qu'il peut l'améliorer et il peut bien sûr cibler quelques indicateurs économiques, quelques ratios pour pouvoir améliorer sa situation économique. Donc, parmi ces outils de diagnostic comptable, il y a la comptabilité nationale. Donc, la comptabilité nationale est tellement importante pour tous les pays puisque
C'est un outil qui va les renseigner, bien sûr, sur leur situation économique, situation comptable, situation du développement, et ça peut même aider à prendre les bonnes décisions au niveau de leur politique économique. Donc, parfois, on a des problèmes et grâce à la comptabilité nationale, on peut avoir un certain nombre d'idées sur les outils que nous pouvons utiliser. Quand je parle d'outils, je parle de la politique économique de l'État, hein, l'intervention de l'État dans l'économie. Ça peut être grâce à une politique budgétaire, grâce à une politique monétaire, une politique douanière, etc., etc. Donc, grâce à tout ça, nous pouvons à la fin aider un pays de sortir de sa situation problématique, situation de crise, etc., etc. Voilà. Donc, c'est l'intérêt de ce cours. Alors, si on veut donner une petite définition au cours de la comptabilité nationale, c'est un système qui donne une vision de ce qui se passe dans une économie. Donc, de 1, de 2, c'est une représentation globale et en même temps détaillée et qui va nous aider à chiffrer l'économie nationale. Donc, ça va nous donner une idée sur des chiffres, hein, en devises, en dirhams, en euros, ça dépend du pays en question. Et c'est ainsi que vous pouvez avoir la représentation de toute votre économie dans des tableaux. Hein. J'avais parlé du TES, du TOF, du TEE. Donc, on a toute l'économie qui est présentée, mais détaillée puisque nous pouvons parler de la participation de chaque branche, de chaque secteur d'activité au niveau de la richesse créée au sein d'un pays donné. Donc, si vous voulez, hein, c'est une petite définition de la comptabilité nationale. Nous avons aussi une autre définition qui dit que la comptabilité nationale est une, premièrement, représentation synthétique, ça veut dire résumé. Bon, c'est global, hein. Il y a un cadre comptable rigoureux à poursuivre, c'est-à-dire il y a certaines normes qu'il faut bien entendu respecter. Vous avez déjà eu l'occasion de voir le bilan. Dans un bilan en comptabilité générale, il y a le côté droit, le côté gauche. Il y a l'actif, il y a le passif. Et il ne faut pas les mélanger. Il y a le débit, il y a le crédit. Alors, à droite, à gauche, etc. C'est ça ce qu'on appelle le cadre rigoureux. On ne peut pas aléatoirement, dresser un tableau comme on veut. Non, il faut respecter un certain nombre de normes, un certain nombre de standards. D'où la rigueur de la comptabilité nationale à la rigueur de la comptabilité générale. Donc, qu'est-ce que nous allons représenter? Nous allons représenter dans cette comptabilité nationale des informations chiffrées. Hein, et quand on dit informations chiffrées, en réalité, c'est ce qu'on appelle les flux monétaires. C'est-à-dire, tu travailles chez quelqu'un, il va te payer. Alors, combien il va te payer? Ben, un salaire X. Donc, on peut avoir l'information sur tous les salaires distribués dans un pays donné. Voilà, ce sont des informations chiffrées. On s'en fout du nombre d'heures que vous avez travaillé. Hein. Ça, c'est en quelque sorte le flux réel, le flux physique. Mais on va essayer de le transformer en chiffres, en dirhams. Combien vous étiez payé par rapport à ce que vous avez presté comme service, par rapport à ce que vous avez assuré comme tâche, par exemple. Donc, je disais, on essaie de présenter l'ensemble des informations chiffrées qui sont liées à l'activité économique de la nation, bled, tout un pays. Alors, ceci va nous aider à fournir une bonne description de plusieurs phénomènes économiques qui sont liés premièrement à la production. بحالاش بحال مثلا بغيتي تعرف البلاد شحال كتنتج. Donc la participation de tous les agents économiques sur un territoire donné par rapport à la production, par rapport à la création de la richesse. Hein. Alors, nous avions déjà vu en macroéconomie le principe de la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par un agent économique. Quand vous allez l'agréger, hein, agréger, ça veut dire la généraliser, dire la sigma, dire la sigma de toutes les valeurs ajoutées. Tu vas agréger.
Mais les quatre agrégés des valeurs ajoutées, tu vas avoir un agrégat. Je n'ai de l'agrégat. Donc, c'est le produit intérieur brut. Alors, si vous voulez vous renseigner sur la production réalisée au sein d'un pays donné, il n'y a pas mieux que le PIB, produit intérieur brut, bien entendu, qui reste un agrégat critiquable, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas en considération l'activité non déclarée, l'activité interdite, ainsi de suite. Aussi, il reste une moyenne générale qui ne représente pas les disparités entre les classes sociales. Il y a plusieurs critiques qu'on peut apporter au PIB en tant qu'agrégat économique. Donc, premièrement, je disais, la comptabilité nationale va essayer de nous aider à décrire le niveau de la production, les participants à cette production, le phénomène de la distribution, comment la richesse est distribuée, le phénomène de la répartition des revenus. Si vous réalisez une valeur ajoutée, il faut la répartir, bien entendu, entre les différents intervenants. Le salarié, il aura un salaire. L'État, il aura des impôts. La banque qui m'a prêté de l'argent, il aura des intérêts. L'État, j'avais dit, impôt sur la production, ainsi de suite. Donc, quand vous réalisez une richesse dans une activité donnée, il faut rémunérer, il faut payer tous ceux qui ont participé à la création de cette richesse. Donc, il s'agit de la répartition de la valeur ajoutée. Alors, ça sera aussi, entre autres, un phénomène étudié par la comptabilité nationale. Et finalement, l'accumulation des richesses. On peut parler, bien entendu, des banques. Il y a plusieurs catégories de banques, d'épargne qui accumulent les richesses, les assurances, etc. Donc, nous allons, grâce à la comptabilité nationale, décrire cet ensemble, bien sûr, de phénomènes fondamentaux liés à l'économie. Et notre définition veut dire que la comptabilité nationale est une représentation schématique et quantifiée. Dans le mot quantifié, il y a la quantité. Alors, quantité, ici, c'est plus chiffré, c'est-à-dire on va se baser sur des flux. J'avais parlé du salaire, on peut parler du prix de vente, par exemple. Si vous avez un salaire, vous devez le transformer en consommation. Alors, vous aurez de la marchandise que vous achetez sur le marché, mais en contrepartie, il y aura un paiement, il y aura cette dépense. Donc, la dépense nationale, c'est la dépense de tous les agents. Ça peut être une consommation des ménages, comme ça peut être un investissement des entreprises. Donc, la dépense, c'est la demande. Voilà. Et on peut quantifier combien de dirhams vous avez dépensé pour avoir cette consommation. Donc, finalement, la comptabilité nationale va consister à mesurer les flux monétaires. Donc, les flux monétaires, ce sont des flux qui sont liés à des flux réels. Je te donne quelque chose et en contrepartie, je dois recevoir un flux monétaire. Très bien. Et la comptabilité nationale, bien entendu, c'est une comptabilité qui se fait sur une année comptable, une périodicité donnée. Elle est basée sur plusieurs indicateurs indiqués, مؤشرات اقتصادية, plusieurs indicateurs macroéconomiques. Les indicateurs macroéconomiques, comme les agrégats. C'est quoi un agrégat? C'est un indicateur macroéconomique. C'est une statistique qui nous renseigne sur une réalité économique. Le PIB, c'est un agrégat qui nous renseigne sur la capacité de création de richesse dans un pays donné. واش البلاد قادرة تنتج ولا لا؟ وإلا ما قادرة تنتج واش كتقدر تجيب لنا des investisseurs من الخارج ce qu'on appelle les IDE. شنو هي IDE? Les investissements directs à l'étranger. Donc, par exemple, Renault. Renault, c'est une entreprise française qui s'est installée au Maroc. Non, c'est grâce à un grand effort que le Maroc avait, bien sûr, élaboré pour attirer Renault pour s'installer ici au Maroc et pas en Algérie, pas en Tunisie, par exemple. Alors, cette attractivité d'attirer les investissements va se répercuter positivement sur la capacité de création de richesse au sein d'un pays donné
qui est reflété par le PIB. Le PIB, à titre de rappel, c'est le produit intérieur brut, tout ce qui est produit à l'intérieur du Maroc. On va s'intéresser aux critères de la territorialité, le territoire, et pas aux critères de la nationalité. Alors, si vous voulez vous intéresser aux critères de la nationalité, il y a un autre indicateur macroéconomique, le PNB, le produit national brut, par exemple. Donc, le PNB, c'est tout ce qui est produit par les agents économiques qui ont la nationalité marocaine, et on s'en fout du critère de la territorialité. On peut avoir une entreprise marocaine qui produit ici sur le sol marocain, mais qui peut produire à Bruxelles, par exemple. Donc, elle fait partie du produit national brut. Comme on peut avoir une entreprise sénégalaise qui produit ici à Casablanca. Donc, elle fait partie de la richesse, bien sûr, réalisée à l'intérieur du Maroc. On s'en fout de la nationalité et on dit qu'elle fait partie du PIB. Voilà. Donc, finalement, la comptabilité nationale, elle est basée sur nombreux indicateurs macroéconomiques tels que le PIB, le PNB, le taux de chômage, le taux d'inflation, ainsi de suite. Alors, la comptabilité nationale, finalement, elle prend en compte de nombreuses informations au niveau source informationnelle. On aimerait bien s'informer sur l'économie marocaine. Il y en a deux grandes composantes au niveau source informationnelle. Ceux qui participent à la création de la richesse, ça peut être des entreprises, toutes catégories confondues. Les entreprises participent à la réalisation de ce qu'on appelle le PIB marchand. Marchand, ça veut dire il n'est pas donné gratuitement à la population ou bien avec un prix symbolique. مثلا ملي كتمشي للسبيطار ديال الحومه كتخلص 20 درهم, c'est un service qui n'a rien à voir avec ce prix-là. Alors, il ne fait pas partie du PIB marchand. Et là, بغيتي le PIB marchand au niveau de la santé, غتمشي للكلينيك بريفي وتشوف ديك الساعات شحال غادي تخلص. Ça n'a rien à voir. Alors, la première source informationnelle au niveau comptabilité nationale, il y a les entreprises qui nous procurent un PIB marchand et il y a les institutions administratives. Bon, ça peut être l'administration publique. Ce n'est pas l'administration publique, c'est l'État tout simplement. Donc, il assure un PIB marchand? Non, un PIB non marchand. Donc, si on veut se renseigner sur le PIB, comme j'avais déjà souligné, il y a le PIB marchand et le PIB non marchand. Alors, le PIB marchand, pour s'informer sur sa réalisation, on doit se référer aux entreprises privées, à leur comptabilité, etc. Et pour ce qui est PIB non marchand, on va plus s'intéresser aux administrations, les institutions administratives. Il y a les administrations publiques, l'État, et il y a les administrations privées, comme les associations, les ONG, les organismes non gouvernementaux, etc., etc. Donc, la comptabilité nationale classe les différents agents économiques en plusieurs catégories. Les catégories qu'on se met la comptabilité nationale, les secteurs institutionnels. Pourquoi? Pour pouvoir recenser les différentes informations relatives à l'économie, pour pouvoir recenser les sources de chaque richesse ou bien d'autres choses. Alors, quel est le double objectif de la comptabilité nationale? La comptabilité nationale a une double vocation. Premièrement, modéliser et étudier l'activité économique d'un pays donné pendant une durée précise, la plupart du temps un an. Alors, modéliser, c'est prendre l'économie et la rendre sous forme d'un modèle mathématique, un modèle économétrique. Pendant la crise de 1929, il y avait un problème de surproduction. L'offre qui dépassait la demande, il y avait un problème de chômage. Donc, le marché, il est devenu inopérant parce que les écoles de l'époque, l'école classique, néoclassique et tout ça, disaient que le marché, il peut s'autoréguler tout seul.
شنو هي هاد s'auto-réguler tout seul يريقل روحو بروحو. جون بابتيست سي شنو قال لها؟ Selon Jean-Baptiste Say, chaque offre crée sa propre demande. Donc, l'État n'a pas à intervenir dans le marché ni dans l'économie. L'État doit garder son rôle de l'État gendarme. ياك هادشي كنا شفنا في الماكرو ايكونومي. ولكن la crise de 1929 avait bien sûr montré que le marché tout seul est incapable d'assurer bien sûr cette égalité entre l'offre et la demande, cet équilibre macroéconomique. Ah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il y avait Keynes en 1936 qui avait modélisé. Il avait modélisé la situation de l'époque d'un modèle keynésien. وبدينا خدامين به هذاك لو موديل كينيزيان pour résoudre le problème ديال l'offre qui dépasse la demande, ديال chômage. Alors, qu'est-ce que Keynes avait préconisé à l'État? Il avait préconisé l'intervention de l'État. قبل ما كانتش هذه القضيه هذه. L'État ne devait pas intervenir. Il a باغي نتعقلوا. L'État gendarme assurait la sécurité, la police gendarme, donc le cadre général, et ça s'arrête là. Elle n'a pas à intervenir par n'importe quel moyen في l'économie. Keynes قال لهم là, il faut l'intervention. Premièrement, il avait préconisé une politique budgétaire. Le budget تاع الدولة هما les recettes et les dépenses. Donc l'État doit minimiser ses recettes, تهبط شوية من الضريبة, et augmenter ses dépenses. وفي الديبونس تاع l'État راه كاين مثلا les dépenses de fonctionnement بحالاش بحال مثلا les salaires اللي كيتعطاو للفونكسيونير راه ما كيتسماوش salaire, كيتسماو des appointements ou bien des traitements. Augmenter les appointements, les traitements, augmenter les revenus sociaux بحالاش بحال le RMI. شنو هو le RMI? Le RMI, le revenu minimum d'insertion. شنو هو le revenu minimum d'insertion? C'est un revenu minimal qui permet à la société ou bien à quelques parties des classes sociales les plus démunies de ne pas être exclus. في الخطاب الملكي كيقول كيجب محاربة الهشاشة والفقر والإقصاء. وهذا هو الإقصاء. الإقصاء بعد شرائح المجتمع كتكون مقصية ما عندهاش les moyens باش تعيش. Donc ici, quand on parle d'un RMI, revenu minimum d'insertion, ما غاديش تبقى مقصي. Tu vas insérer. Alors بحال لا غادي تكون عندك la possibilité pour te réintégrer dans la société et te donner les moyens pour subvenir à tes besoins. Donc l'État doit essayer de dépenser dans ce sens-là. بحال دابا في كوفيد هي الدولة بدات دارت لو فون 19 كوفيد 19 وبدات كتعطي للناس اللي qui ont perdu leur travail etc. Voilà. هذا c'est dans le cadre d'une politique budgétaire mais plus sociale. نقصوا شوية من الضرائب على الناس ونزيدوا لهم شوية في المعونة وداك الشيء باش يقدروا يكونسوميو. حيت كان عندنا المشكل حنا في لا كريز تاع 1929 لوفر بزاف ولا دوموند قليله. دونك il faut stimuler, il faut encourager la demande. Comment? يوعوا الناس. Voilà, c'est ce que l'État doit faire. Alors Keynes avait modélisé. زيد الماء زيد الدقيق. نقص من الضريبه زيد في المعونات. ايوا ها لا دوموند غادا تطلع باش توصل عند لوفر وسالينا. Par exemple. Alors, c'était le premier point, modéliser et étudier l'activité économique d'un pays donné pendant une année donnée. Et deuxièmement, la comptabilité nationale peut vous aider à prévoir des évolutions par rapport à une conjoncture économique. كيفاش ما فهمتش؟ بحال الأعراض ديال شي مرض ملي كتكون فيك الكحبة وفيك الحمى وهذا ايوا الطبيب كتمشي عنده قبل ما يضربك البرد كيقول لك راه جايك البرد هاك هاد الدواء. La même chose par rapport à l'économie. بداوش المشاكل كيتجمعوا بدا شويه الناس ما قادرينش يشريو حيت الثمن طالع حيت هذا ايوا هلا الثمن طالع والناس ما قادرينش يشريو. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? À ce que l'offre dépasse la demande, à ce que les entreprises vont commencer à déclarer faillite, à ce qu'il y aura une crise de chômage. ايوا انت قبل ما توصل لهذا الشيء quand tu vois كاينين واحد الارهاصات ديال واحد لا كريز tu te prévois grâce à la comptabilité nationale qui présente des outils bien sûr, des outils qui vont nous aider à prévoir l'évolution
d'une conjoncture économique et pourtant, ça peut nous aider à éviter quelques crises. Voilà. Si le modèle keynésien avait aidé à sortir de la crise, et quand il y aura les mêmes conditions pour la réunion de cette crise, on va appliquer le modèle keynésien et on peut l'éviter. Voilà. Donc, c'était le double objectif de la comptabilité nationale. Maintenant, nous allons voir un bref historique de la comptabilité nationale. Donc, bref historique de la comptabilité nationale, c'est-à-dire comment elle est apparue petit à petit la comptabilité nationale. أولاً كاينين الإحصاء les recensements. Les recensements كانوا كيداروا دائما هادو. Les recensements ont été toujours faits pour les populations, pour les richesses, soit pour des raisons fiscales, soit pour des raisons militaires. واحد الوقت الناس كانوا كيتضاربوا باليدين كاع. إذا اللي عنده ناس كثار راه عنده قوة عسكرية. Donc il fallait recenser la population. ملي كتدخل السوق شحال جايب معاك مثلا من راس ديال الغنم ولا من راس ديال الابقار. علاش؟ باش تعطي الدوله حقها. اذا كنحسبوهم قبل ومن بعد باش نشوفوا شحال بعتي وتخلص على كل راس تباع. اذا pour des raisons fiscales ou pour d'autres raisons, il y avait les recensements qui sont les premiers signes de la comptabilité nationale, qui est les relevés de prix. بحال مثلا les prix des biens de première nécessité. إلا راه باقيين تعقلوا دابا ما بقاش هادشي كيف ما قبل راه كانت الدوله صارمه شويه مع الناس اللي كيبيعوا داكشي. كتمشي عند مول الزيتون كتلقى حاط لك الثمن، كتمشي عند مول اللحم كتلقى حاط الاثمنه، كتمشي عند العطار كتلقى كل حاجه فيها الثمن ديالها pour informer la population sur les prix. دابا راه malheureusement il y a de moins en moins de contrôle dans ce sens-là. Alors les relevés de prix, علاش؟ pour permettre à toutes les catégories de la population de subvenir à leurs besoins. ما خاصش شي حوايج يكونوا غاليين بزاف. Donc les prix doivent être transparents, doivent être affichés pour éviter des crises d'ordre social ou des crises économiques. Et c'est grâce à la comptabilité nationale qu'on avait depuis des siècles et des siècles élaboré ce qu'on appelle les relevés de prix. كيقول لك طريفه علق طريفه. Voilà. Où les premiers travaux réellement de la comptabilité nationale ont commencé en 1660. Donc, par exemple, 1865, en Grande-Bretagne, il y avait William Petty qui avait réalisé les premières estimations du revenu national de l'Angleterre. Deuxièmement, toujours en Grande-Bretagne, Gregory King avait aussi réalisé un système intégré de statistiques. En France, il y avait Vauban qui avait réalisé des études qui visent à mesurer le revenu national français. 1758, les travaux de Quesnay, c'est un autre Français, qui avait établi des tableaux économiques qui présentent les comptes de la nation. Dans les années 30-40, les travaux de Colin Clark. Colin Clark, هو اللي كنا شفنا في الماكرو-économie. Colin Clark هو اللي كيعطينا les secteurs d'activité, le secteur primaire, le secteur secondaire, le tertiaire, etc. Alors, les Simon Kuznets, qui ont donné quand même une mesure du revenu national, donc comme outil. 1936, j'avais parlé de l'intervention de John Maynard Keynes, et qui avait élaboré un outil pour sortir de la crise du chômage, qui avait aussi marqué l'échec de la main invisible. La main invisible, l'équilibre, il se réalise le marché. Qui est une main invisible. Donc, chaque offre crée sa propre demande. Comment l'ALM? En microéconomie, on avait déjà montré comment l'équilibre se réalise entre l'offre et la demande. Mais la crise avait montré qu'il fallait quand même l'intervention de l'État. Et Keynes avait démontré que grâce à une politique budgétaire, on peut ramener le pays au plein emploi, c'est-à-dire lutter contre le chômage, etc. Voilà. Vassili Leontiev, c'est un russe naturalisé américain de الجنسية américaine. 1936, il avait élaboré le TES, le tableau des entrées et des sorties. غادي نشوفوا إن شاء الله avec plus de détails. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait les premiers systèmes de compte de la nation. Pourquoi? Parce qu'il y avait des conditions qui se sont réunies pour établir ces véritables
bien sûr, système de comptabilité nationale. Il y avait la volonté politique parce qu'on ne voulait plus subir les crises et les pays en voulaient dominer la vie économique. Donc, il y avait une volonté politique étatique. Pour pouvoir dominer les crises, il faut se baser sur des agrégats, sur des grandeurs, sur des statistiques, donc sur des outils de la comptabilité nationale. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il y avait des théories économiques qui ont dominé à l'époque. La théorie keynésienne, par exemple. Donc, au niveau économique, des théoriciens ont commencé à utiliser des outils de la comptabilité nationale pour la première fois. Et il y avait aussi l'amélioration des appareils statistiques performantes. Donc, statistiques performantes telles qu'utilisées dans des méthodes quantitatives, etc. Statistiques, mathématiques, financières, ainsi de suite. Voilà. 1941, Stone and Mead ont proposé dans un livre blanc un système articulé des comptes. Donc, le fondement de ce livre blanc, c'est de relier le revenu à la consommation. Comment on va utiliser le revenu en temps de consommation? Et ce livre blanc a un triple objectif. Premièrement, c'était un instrument de mesure et d'analyse du passé pour connaître les ressources de chaque pays, donner quelques informations pour alimenter les modèles empiriques, pour faire des projections, et présenter des données pour alimenter des modèles théoriques. Tel modèle économique, il est validé, on va l'adopter, ou au contraire, on va l'invalider. Voilà. Alors, 1941, il y avait aussi les premiers systèmes pour les Pays-Bas. Il y avait aussi les premiers travaux théoriques et les premiers comptes en France. 1950, il y avait l'apparition du système onusien des Nations Unies. Et c'est un système de la comptabilité nationale, mais qui va plus tard être utilisé dans le monde entier. Au départ, ce n'était pas une obligation, hein, c'était un choix. Donc, voilà, le système onusien des Nations Unies en 1950. Alors, finalement, il y a trois grandes écoles de comptes qui ont influencé la comptabilité nationale dans le monde. Il y a l'école anglo-saxonne, alors d'inspiration libérale, avec des comptes légers. L'école soviétique, la centralisation, la rigidité. Donc, c'était un système lourd, rigide, basé sur la planification, où il y avait l'école française qui essayait de tenir le bâton au milieu. Bon, il avait présenté des systèmes originaux, intermédiaires entre le système anglo-saxon et entre le système soviétique. 1970, l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, avait publié le document méthodologique du système de comptabilité nationale, le SCN. 1979, le système européen. En Europe, il y avait le SEC, qui est dérivé du système onusien. Alors, on avait un système européen élaboré à partir du système des Nations Unies et basé sur l'école anglo-saxonne et l'école française. Et à la fin, il y avait la normalisation internationale au niveau européen qui avait commencé en 1989. Il y avait plusieurs sources informationnelles de la comptabilité, telles que les droits de douane, les ressources d'origine agricole, la TVA, le PNB, le RNB, etc. Au niveau mondial, il y avait la publication du système de comptabilité nationale des Nations Unies en 1993. Donc, c'était un système qui est vraiment harmonisé sous la responsabilité et l'égide de quelques instances internationales, telles que le FMI, l'Eurostat, l'OCDE. Et il y avait en 1995 la création du système européen qui a été adopté, bien sûr, à partir des systèmes des Nations Unies. À partir de 1996, il est devenu une obligation aux pays membres de l'Union européenne. Voilà. Et le comité produit national brut devint à l'époque un comité RNB. On utilisait plus l'agrégat revenu national brut que le produit national brut.
Ce que nous allons voir dans la séance prochaine, Inch'Allah, c'est le champ de la comptabilité nationale, c'est-à-dire les activités économiques qui sont prises en considération par le comptable national. Nous allons voir les richesses créées par l'homme, les activités productives, la définition de la production, la référence au marché, la référence au travail et les ressources naturelles. Merci de votre attention et à la prochaine séance.